Bonjour à tous, dans ce troisième podcast, je vais vous présenter rapidement les 5 idées nouvelles sur lesquelles repose mon hypothèse. La première idée, je l'ai déjà évoquée dans le premier podcast, c'est que la philosophie qui est aujourd'hui appliquée au droit pénal devrait selon moi être aussi appliquée à l'économie. Autrement dit, la logique que l'on utilise pour déterminer les sanctions devrait aussi être utilisée pour déterminer les récompenses. Aujourd'hui, on punit les criminels en s'interrogeant sur l'utilité sociale de la peine. Pour le dire simplement, si une peine ne sert à rien, on y renonce. Et selon mon hypothèse, on devrait utiliser cette même logique en économie. Une récompense n'est justifiée et justifiable qu'au regard des conséquences qu'elle engendre. Pour faire le lien avec le podcast précédent, la légitimité d'une récompense repose alors sur sa capacité à maximiser la plus-value moyenne, c'est-à-dire le surplus de bien-être que la société nous apporte. C'est pour cette raison qu'il faut, selon moi, que les revenus soient proportionnels au travail utile de chacun, pas plus, pas moins, de manière à optimiser les incitations. La deuxième idée, qui découle logiquement de la première, c'est que le droit de propriété devrait porter sur le travail utile de chacun, plutôt que sur le revenu généré par la vente des marchandises qu'ils produisent. Autrement dit, l'idée c'est que les individus sont propriétaires d'un revenu proportionnel à l'effort utile qu'ils ont fourni, plutôt que sur la somme cumulée des prix des marchandises qu'ils ont produites et vendues. La nouveauté de cette idée, c'est que contrairement aux approches libérales et marxistes, le droit de propriété n'est alors pas défini comme résultant de ce que l'individu a causé, mais comme résultant de sa contribution réelle à la société, à savoir son travail utile. Sur ce point, je rappelle que l'approche marxiste considère que les salariés causent le prix des marchandises et que c'est à ce titre qu'ils seraient propriétaires de la totalité du revenu généré par la vente. L'approche libérale s'écarte de l'approche marxiste car les libéraux réfutent à juste titre l'idée que cela serait le travail moyen des salariés qui causerait le prix des marchandises. Par contre, les libéraux conservent le raisonnement qui consiste à supposer un lien entre causalité et droit de propriété, en disant que c'est simplement parce que l'individu est la cause de la marchandise qu'il a produite qu'il en est le légitime propriétaire, et plus particulièrement le propriétaire de son prix, à savoir du revenu généré par sa vente. En tout cas, l'idée, c'est non seulement de contester que la propriété devrait être liée à la causalité, mais surtout de proposer une définition alternative de ce sur quoi doit porter la propriété si ce n'est pas ce que l'individu a causé. Et proposer une théorie alternative, ça me semble être la moindre des choses, car si on prend par exemple les penseurs socialistes, ils contestent également le droit de propriété tel que défini par les libéraux, mais ils ne proposent aucune alternative. Ils militent pour taxer les riches et faire baisser les inégalités, mais ils n'expliquent jamais ce que chacun devrait légitimement posséder et pourquoi. La troisième idée découle elle-même de la deuxième idée, et c'est que l'exploitation n'est pas seulement capitaliste, mais plus largement libérale, contrairement à ce que dit l'approche marxiste. C'est logique puisque si le droit de propriété est proportionnel au travail utile, cela veut dire que si le marché libre amène quelqu'un à obtenir un revenu disproportionnellement élevé par rapport à son travail utile, alors cela veut dire qu'il exploite ceux qui ont un revenu anormalement bas par rapport à leur travail utile, même si cela se fait dans le cadre d'un échange non capitaliste, c'est-à-dire en dehors de tout rapport salarial. Et cette idée est nouvelle par rapport à la logique marxiste, puisque selon Marx, cela serait uniquement l'échange capitaliste qui poserait problème, et le libéralisme sans le capitalisme ne serait pas problématique. L'idée que je défends, c'est que lorsque le droit de propriété est violé malgré le consentement à l'échange, alors on peut parler d'exploitation, même en dehors de l'échange capitaliste. Et j'insiste, même en dehors de l'échange capitaliste. Autrement dit, je défends qu'il existe une exploitation libérale, et que l'exploitation capitaliste n'est qu'un cas particulier de celle-ci. La quatrième idée, c'est que la sortie de l'exploitation nécessite un dépassement du libéralisme plutôt que son abolition. L'écueil majeur du communisme, c'est qu'il se prive des deux forces du libéralisme, à savoir premièrement le bien-être qu'il crée en multipliant les échanges volontaires entre les individus, et deuxièmement la diminution de l'exploitation illibérale. Je m'explique. Le libéralisme permet une diminution d'une certaine forme d'exploitation, que j'appelle exploitation illibérale, qui existe toujours en partie, mais qui existait surtout sous l'Ancien Régime, avant la Révolution libérale de 1789. Avant 1789, la plupart des métiers étaient encadrés par les corporations. Vous ne pouviez pas exercer un métier sans reconnaissance préalable de la corporation concernée. Ainsi, certains individus pouvaient générer un revenu élevé grâce à la diminution de la concurrence, voire à l'absence de concurrence, plutôt que grâce à l'effort utile qu'ils fournissaient.
Le libéralisme empêche ce type d'exploitation car il assure la concurrence libre. A l'inverse, le communisme ferait renaître l'exploitation illibérale en détruisant le marché libre. La planification centralisée ne permet pas de s'assurer que les producteurs soient récompensés à hauteur de leur travail utile. Elle ne permet ni de s'assurer de l'utilité des travaux, puisque les consommateurs ne sont plus des acheteurs, ni de s'assurer de la quantité de travail fourni, puisque les producteurs ne sont plus des vendeurs. Je rappelle que sous le communisme, il y a des producteurs et des consommateurs, mais il n'y a plus d'acheteurs et de vendeurs. Les choix de production sont centralisés. Bref, en tout cas, l'idée, c'est que pour sortir de l'exploitation, on ne peut pas se passer du libéralisme, et qu'il faudrait plutôt envisager une amélioration du libéralisme qui puisse sauvegarder les qualités de ce dernier. Il ne s'agit pas d'agir avant le marché par une planification centralisée, mais après le marché par les prélèvements obligatoires. Et cela nous mène justement à la cinquième et dernière idée, à savoir l'idée que les prélèvements obligatoires sur les revenus devraient servir à l'efficacité économique et à la restitution de la propriété privée plutôt qu'au financement de l'État. Aujourd'hui, les revenus des résidents français sont surtout taxés au travers de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme la CSG. En tout cas, on est bien sur une logique d'impôt plutôt que sur une logique de cotisation. C'est-à-dire que les prélèvements obligatoires sur le revenu servent à financer l'État sans que les contribuables en retirent un bénéfice quelconque. Aujourd'hui, que vous payez 0 € ou 1 million d'euros d'impôt sur le revenu, cela ne change rien à ce que vous obtenez en retour, et les recettes fiscales peuvent servir à peu près tout et n'importe quoi, selon la couleur politique du gouvernement au pouvoir. Or, si on réfléchit un peu, il n'y a aucune raison logique ou morale à ce que ceux qui ont des revenus supérieurs payent plus cher les services publics que ceux qui sont oisifs. Donc l'idée, c'est plutôt de dire que les prélèvements obligatoires sur les revenus ne peuvent être justifiés que lorsqu'ils permettent de restituer les richesses à leurs légitimes propriétaires. Au final, selon mon hypothèse, il faudrait restituer les recettes fiscales de ce qu'on appelle aujourd'hui l'impôt sur le revenu aux individus en fonction du travail utile qu'ils fournissent, plutôt que de laisser l'État dépenser arbitrairement ce qui appartient normalement aux travailleurs.